Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Pierre Moscovici. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, commissaire européen aux affaires économiques et financières. On parle évidemment du Brexit, c'est ce qu'il y a de plus chaud avec cette série d'émissions de ministres britanniques qui se sont un petit peu, vous l'avez vu, enchaînées ces dernières heures. En France, on a le Premier ministre Édouard Philippe qui se déclare inquiet sur cette possibilité que ce projet d'accord qui a été trouvé entre les négociateurs soit ratifié donc voilà, par le Parlement britannique. Vous aussi, vous êtes inquiet ou pas du tout? Avant d'être inquiet, je veux quand même souligner qu'il y a derrière ce projet d'accord, cet accord technique, un travail qui a duré près de 2 ans, qui était impressionnant. Féliciter Michel Barnier, qui est le négociateur français pour le compte de la Commission européenne et des 27. 585 pages. 585 pages. Il fallait résoudre un certain nombre de questions comme très délicates. Voilà. Il fallait résoudre toutes les questions, mais il y en avait certaines qui étaient très complexes. Que deviennent les citoyens de l'Union européenne en Grande-Bretagne, les citoyens britanniques dans l'Union européenne, les accords financiers, qu'est-ce que le Royaume-Uni continue de payer au budget de l'Union européenne, alors qu'au début, certains prétendaient que ça allait être le contraire. Et puis, il y avait la question très très délicate de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, la République d'Irlande, avec cette question de ce qu'on appelle le backstop. Je ne veux pas être technique. Mais il y a quand même un accord là qui représente une somme de travail considérable, un effort extraordinaire et qui est, du point de vue de la Commission européenne, la meilleure solution possible dans une situation qui est très compliquée. Parce qu'au fond, et on trouve la contradiction essentielle, sortir tout en restant un peu, rester tout en partant, c'est un peu la quadrature du cercle. Et on retombe après sur ce qu'on voit là, c'est-à-dire sur la politique, et notamment sur la politique britannique. Ce que, au fond, cette question est depuis le début, c'est un choix de société pour les Britanniques, être ou ne pas être dans l'Union européenne. Et la grande question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que les Remainers, ceux qui voulaient rester, vont se satisfaire de cet accord, et qui est tout de même un Brexit? Est-ce que les Brexiters qui voulaient partir vont se satisfaire de cet accord qui, tout de même, continue d'avoir l'appartenance à l'Union européenne? fait de la politique, Jérémy Corbyn. Mais tout le monde fait de la politique dans cette affaire-là. Oui, non, mais politique politicienne, avec l'envie peut-être de renverser aussi Theresa May. On peut analyser longuement les jeux des uns et des autres. Ouais. Ils sont très politiques, très politiciens, si vous voulez. On voit bien qu'au sein des conservateurs, il y a ceux qui veulent maintenant démettre Mme May. On voit qu'au Parti travailliste, ils ont envie de profiter de cette situation pour provoquer des élections. Mais derrière ça aussi, peut-être un deuxième référendum, puisque les militants travaillistes l'ont voté lors de leur conférence au mois de septembre. Ouais. Donc c'est une situation très très complexe, donc, je ne dirais pas confuse. On dit que cette ratification par la Chambre des communes, elle est loin d'être acquise, Pierre Moscovici? Elle est loin d'être acquise, mais Mme May se bat. Là, pour le coup, elle le fait avec une conviction que c'est le meilleur accord possible, ce qui est aussi notre sentiment. Maintenant, il y a la question d'un Conseil européen, d'un sommet européen la semaine prochaine, le 25 novembre. M. Tusk, le président du Conseil européen, a dit qu'il le souhaitait si aucun événement majeur n'arrivait. Je crois qu'il est très important de continuer son travail parce que, encore une fois, je pense que sur une question qui est quand même en soi extraordinairement complexe, c'est tout de même le meilleur accord possible. Ouais. Mais encore une fois, sur cet accord, ce scénario est toujours possible qu'on ait. Le no deal est toujours possible. Absolument. Il y a cet accord entre les négociateurs, mais derrière, encore une fois, il y a la case Parlement. Vous en convenez, enfin, c'est loin d'être gagné. Ce scénario du hard Brexit est toujours d'actualité. La Commission européenne, dans cette affaire-là, joue un rôle essentiel au service des 27 États membres autres que le Royaume-Uni, et elle a toujours travaillé sur les deux terrains. Nous avons préparé la meilleure solution possible, qui est un accord, un deal. Et je continue de penser que l'intérêt mutuel, l'intérêt partagé du Royaume-Uni et de l'Union européenne, c'est que cette séparation que nous regrettons et que nous respectons, c'est le peuple britannique qui l'a choisi, se passe dans les meilleures conditions possibles et nous avons travaillé pour cela. Mais nous avons aussi une autre dimension qui est la préparation d'un no deal éventuel, d'une sortie aujourd'hui, qui est absolument possible pour une raison très simple, c'est que cet accord, il y a encore des étapes. Il y a d'abord le Conseil européen. Il faut aussi que les États membres de l'Union européenne approuvent cet accord. Je pense qu'ils le feront. Mais on peut pas. C'est pas l'insurmontable, mais il y a toujours des questions. Le diable est dans les détails, et il est logique que ces 185 pages soient soumises à l'examen des uns et des autres. Je pense que ça ira. Ensuite, si accord il y a, il faut que Mme May puisse le faire ratifier par son Parlement. Et on voit là que la donne politique en Grande-Bretagne est extrêmement compliquée. Et s'il n'y a pas de ratification,
Alors, Vous êtes inquiet ou pas? Comme le Premier ministre français a pu le déclarer officiellement? Je crois que c'est une situation très complexe, c'est pas simple. La situation de Madame May est extraordinairement difficile. Elle se bat avec beaucoup de courage. Les heures qui viennent, les jours qui viennent, la manière dont les mutins de son parti vont ou non lancer une procédure de destitution, vont ou non la réussir, parce que vous savez, s'ils ne la réussissent pas, il ne peut pas y en avoir de nouvelles pendant 1 an, donc ça lui donne du temps. Ensuite, la montée, si la procédure n'a pas fonctionné, vers la validation par le Parlement, la validation ou non, dans un contexte où, effectivement, vous le dites, les travaillistes, en tout cas Jeremy Corbyn, jouent un jeu, mais il y a aussi des travaillistes qui seraient éventuellement prêts à accompagner Madame May, disons ceux qui sont plutôt Remainers, le nombre de conservateurs qui voteraient éventuellement contre l'accord, que feront les Écossais, est-ce que les Irlandais du DUP, c'est-à-dire ceux d'Irlande du Nord, qui semblent prendre leur distance, qui semblent prendre leur distance très fortement avec Madame May, iront jusqu'au bout. Bref, il faut garder son sang-froid, avancer et se préparer à tous les scénarios. D'autant, et on finit là-dessus avant de parler de l'Italie, l'accord qui a été négocié, encore une fois, par Theresa May, et c'est là que c'est intéressant parce que j'ai pris le temps de creuser un peu, va laisser le Royaume-Uni dans l'Union douanière européenne au moins jusqu'en, je crois, 2021. Oui. Elle a dû céder, c'était une exigence européenne. Elle a cédé là-dessus. Non, c'était surtout une nécessité, parce qu'on ne voulait pas, il ne fallait pas, et on ne pouvait pas rétablir une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Oui. Et pour des raisons qu'on comprend très bien. Mais oui, parce que c'est ce qu'on appelle aussi les accords du Vendredi Saint, le Good Friday Agreement. C'est la paix, c'est le fait que ce sont sans doute 2 États, mais c'est quand même une nation, l'Irlande, c'est de religion, il y a toute une histoire derrière ça. Et dès lors qu'on ne voulait pas rétablir et qu'on ne voulait pas non plus mettre en place des mécanismes trop complexes, à ce moment-là, le plus simple était qu'en effet, l'Irlande du Nord et l'Irlande appartiennent à l'Union douanière. Ça a des conséquences, pardon. Avec bien sûr des spécifications particulières pour l'Irlande du Nord. Voilà, mais vous voyez le truc, c'est que ça a des conséquences de fait de rester dans l'Union douanière européenne, c'est que le Royaume-Uni ne pourra pas, pendant tout ce laps de temps, négocier des accords commerciaux bilatéraux. Pardon, l'indépendance voulue par les Brexiters, ils ne l'ont pas. C'est l'argument des Brexiters. Qui peut se comprendre intellectuellement. Mais bien sûr, moi je n'aimerais pas être aujourd'hui un parlementaire britannique, ni Remainer, ni Brexiteur. Parce que dans les 2 cas, on s'aperçoit qu'on est dans un compromis. Et au fond, c'est ça le problème dès le départ. C'est que Brexit means Brexit. Partir, c'est partir. Rester, c'est rester. Et là, on est en train de construire quelque chose. On s'aperçoit que le Brexit, en fait, n'était pas viable. Tel que certains cherchaient à le vendre. Tel que certains cherchaient à le vendre. Parce que forcément, nous avons des liens tellement anciens, tellement forts, tellement inextricables, que le jour où on arrive dans le concret des dossiers, on s'aperçoit qu'on est obligé, et c'est bien, de garder une relation extrêmement puissante et forte. Bon, deuxième sujet, on a de la chance, on est servi par l'actualité, on parle de l'Italie évidemment avec vous, Pierre Moscovici. Rome qui a refusé il y a quelques jours de revoir son projet de budget, le niveau de déficit public ne bougera pas d'un iota, ça reste 2,4% pour 2019. Honnêtement, c'était pas une surprise pour vous ça? Vous en doutiez? Non, pas du tout, bien sûr, je m'en doutais. Bon. Mais il y a une chose qui est très importante pour moi, et je pense aussi pour l'Union européenne, c'est qu'il y a eu une réponse, avec certes un certain nombre de spécifications techniques qui ne changent pas le solde, on va en parler mais aussi, le dialogue n'est pas rompu. Nous continuons à parler. L'Italie continue à se situer dans un cadre qui est le cadre commun de la zone euro et à vouloir débattre dans le cadre de ses règles et dans le cadre de ses instances, de ses institutions. Elle parle avec la Commission qui reste pour elle un interlocuteur légitime et à travers nous, elle continue de s'adresser au ministre des Finances. Mais c'est pas un dialogue de sourds, pardon. Ce n'est pas rompu, mais on a le sentiment du dialogue de sourds, parce que finalement, vous tendez la main, ils disent finalement, bah non, on ne bouge pas, on donne des gages. On va parler des gages qui ont été donnés. Écoutez, à un moment donné, il faudra bien que cette situation se dénoue, et le mot d'ordre de la Commission, tel que je l'incarne, c'est vous l'avez dit, hein. C'est fermeté sur les règles, on ne peut pas faire autrement. Elles ont été respectées par tous. Elles sont indispensables à la cohésion de la zone euro, par tous. Je dis bien par tous. Pas tout le temps. Par tous, tout le temps. On n'a jamais connu une déviation de cette nature d'aucun État membre depuis que le pacte de stabilité et de croissance existe. Et la Commission européenne, on m'a beaucoup reproché dans le passé d'être plutôt un partisan de la flexibilité, et je le demeure. Mais la flexibilité est une chose, le laxisme en serait une autre. Vous savez, au tennis, si vous servez, que votre balle est juste sur la ligne, un arbitre bienveillant peut considérer que le point est marqué.
quand c'est dans le couloir, c'est très compliqué. Si c'est dans les bâches, c'est juste pas possible. Je pense qu'on a tous compris, là. Et voilà. Et donc si vous voulez... Oui, donc, la balle est dans les bâches, là, avec les Italiens? Disons qu'elle est carrément hors du terrain, en tout cas. Elle n'est ni dans le couloir, ni sur la ligne. Et donc, il fallait marquer de la fermeté, mais de la fermeté dans le dialogue. Parce que pour moi, il y a une chose qui est à exclure, c'est une crise avec l'Italie. L'Italie est un pays cœur, central, essentiel à la zone euro. Et donc, on va continuer dans cet esprit de dialogue. Ça a toujours été le mien, ce sera toujours le mien. Mais vous comprenez leur point de vue? Ils vous disent en gros qu'il y a eu déjà des politiques d'austérité qui ont été menées en Italie, que ça appauvrit les Italiens, que la dette n'a pas été réduite et que voilà, ça ne tient pas, cet argument-là, de se dire qu'ils veulent essayer une autre politique dans laquelle, d'ailleurs, vous pourriez vous retrouver, vous, l'homme de gauche, si vous n'avez pas changé, les revenus citoyens je n'ai jamais changé, j'ai toujours... 780 € de revenus citoyens pour 6 millions d'Italiens qui sont sous le seuil de pauvreté, ça relance la consommation, plus d'investissements publics, ça doit vous parler, ça, Thomas Moscovici? Mais évidemment, ça me parle, et je ne conteste en rien les objectifs de ces politiques, lutter contre la pauvreté, renforcer les infrastructures, mais tout ça, ça suppose aussi des choix budgétaires, des arbitrages. Quand je suis devenu ministre des Finances, vous savez, les 2 années où j'étais ministre des Finances ont été... 2012-2014. Voilà, les 2 années pendant lesquelles le déficit français, à la fois nominal et structurel, a le plus reculé au cours de ce siècle, imaginez-vous. Avec quelques hausses d'impôts à la clé. C'est vrai, mais j'ai toujours été persuadé d'une chose, toujours, c'est que la dette publique est l'ennemi de l'économie, et c'est aussi, puisque vous parliez de la gauche, c'est l'ennemi de la gauche, c'est l'ennemi du service public. Quand un pays s'endette, parce que je vais vous donner d'autres chiffres, 65 milliards, c'est le service de la dette annuelle de l'Italie, avec 300 points de base, avec un taux d'intérêt qui va entre 3,3 et 3,7%. 1 000 € par Italien. Quand on fait ça, quand on paye ça, comment voulez-vous après financer précisément ces plans de lutte contre la pauvreté ou les infrastructures? Donc moi je pense qu'il y a un marché de duplat et qu'un budget qui endette un pays n'est pas bon pour le peuple. J'ajoute que... Avec des mesures légitimes quand même dans ce qui est proposé mais je ne conteste pas. J'ai toujours dit la même chose. Nous avons une communauté d'objectifs, une communauté de critères, mais chacun a la liberté des moyens. Après, il faut faire rentrer les dragons dans la valise, et ça s'appelle des choix politiques, tout simplement. Si on veut donner la priorité à la lutte contre la pauvreté, on peut. Si on veut donner la priorité à la lutte pour l'investissement, on peut. Sauf que là, il y a des baisses d'impôts avec la flat tax, de dépenses, et que finalement... Si chacun avait raisonné comme ça dans la zone euro, il n'y aurait plus de zone euro, en vérité. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il faut continuer à convaincre et à échanger. Vous savez, par ailleurs, il y a comme l'économie derrière ça. Et notre analyse... Croissance nulle au 3e trimestre pour l'Italie. Notre analyse, elle est étayée par les chiffres, elle est validée par la totalité des institutions internationales, c'est que les prévisions de croissance données par le gouvernement italien sont irréalistes. Ils disent 1,5%, nous disons 1,2%. Toutes les grandes institutions sont entre 1 et 1,2% voilà. Sur 2019. Nous sommes plutôt d'ailleurs pas pessimistes. Exactement, ça c'est vrai. Et du coup, comme ils disent 1,5% pour 2,4% de déficit, vous comprendrez que nous ne trouvons pas seulement 2,4% de déficit, nous trouvons 2,9%. Ouais. Dans un contexte où l'Italie était censée faire 0,8%. Mesurez quand même l'écart, hein, parce qu'il y a une dérivée dans tout ça. Ouais. Sachant que le gouvernement italien vous dit en gros, la Commission, c'est le terme qu'ils employaient, dans le calcul de prévision du déficit et de la croissance, on fait preuve de défaillance technique. En gros, vous sous-estimez l'impact positif de toutes ces mesures. Donc on vient d'étayer, il y en a d'autres, flat tax et autres. Nous les avons mesurées exactement comme toutes les institutions internationales. Et j'ajoute une chose, parce que nous avons été aussi accusés de mauvaise foi, c'est que nous avons utilisé la même méthode pour tous les États membres de la zone euro et que nous obtenons les mêmes résultats. Donc il n'y a pas un traitement défaveur pour les Italiens. Mais absolument pas. Et je vais vous dire, parce qu'ils auraient mal voté, c'est ça? Parce que les Italiens avec la Commission veulent se payer l'Italie? C'est ce qui se dit parfois. Je sais, mais c'est faux. Je n'ai pas de sympathie pour M. Salvini. Ce n'est pas surprenant que du point de vue politique, un homme d'extrême droite et un homme qui a mes convictions ne s'entendent pas et n'aient pas les mêmes idées. Mais c'est précisément parce que je n'ai pas les mêmes convictions que lui que je marche sur des œufs, que je sois encore plus prudent, encore plus attentif, encore plus ouvert au dialogue. Non, il n'y a aucune partialité à l'encontre de l'Italie. Et s'il y a partialité, c'est de considérer que ce pays est un pays tellement important, tellement central, que la main doit rester tendue et que le dialogue doit continuer. Et moi, je ne fermerai jamais la porte. Ouais. Jamais. Mais on va avancer, étape par étape. C'est quand même important. Là, on est dans le commentaire. Ce qui est important, c'est ce qui se passe après.
Nous allons maintenant analyser leurs réponses, Ouais. parce qu'il y a quand même un certain nombre de points. Par exemple, des demandes que moi je suis prêt à considérer sur le fait de traiter à part certains investissements d'infrastructures ou des dépenses qui sont occasionnées par des intempéries qui ont frappé l'Italie. Ouais. Ça, je l'ai toujours fait et je le ferai toujours. C'est de la flexibilité Mais sur quoi vous ne pour les événements. pas? Mais je ne peux pas Sur tout le reste. les 2,4 qui deviennent 2,9, les taux de croissance qui ne sont pas réalistes, la dette publique qui se maintient à 131% alors qu'ils disent eux que ça se réduit, nous avons des différences. Et donc, nous allons analyser, nous sommes en train de le faire. Ouais. D'ici 10 jours, réponse de la le commission. 21 novembre, C'est ça. le 21 Donc, novembre, dans quelques jours, Ouais. dans 5 jours maintenant, nous allons donner nos opinions, comme on dit, sur la totalité des économies de la zone euro. Et bien sûr, parmi celles-ci, il y aura l'opinion italienne. Et je continuerai méthodiquement à avancer. Donc d'un côté, il y a la règle, je suis là pour la faire respecter, je la ferai respecter, je ne suis pas là pour transiger avec des règles. Au nom de quoi d'ailleurs? Je n'en ai pas le pouvoir. Et le lancement d'une procédure pour déficit excessif, c'est trop tôt ou ça y est, dès le 22, il va se passer quelque chose? Step by step. Il vous donne des gages quand même, ce gouvernement italien. Il faut en parler. Il parle d'un plan de privatisation. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail, mais avec une partie sur le parc immobilier, parce que beaucoup de choses ont déjà été privatisées en Italie. Et cette promesse, quand même, ça s'entend, de revoir le budget italien si les choses tournent mal, si la croissance n'est pas au rendez-vous, si les déficits dérapent. Ces garanties, elles sont insuffisantes pour vous? Encore une fois, nous sommes en train d'analyser. Je ne saute pas aujourd'hui aux conclusions. Vous aurez la réponse le 21 novembre et on va continuer d'avancer avec le même esprit, fermeté, mais aussi dialogue et une grande modération. Grande modération, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Il y a les élections européennes derrière aussi. Oui, mais ce n'est pas non plus ça qui nous motive. Des règles sont des règles. Elles doivent être appliquées telles quelles. Si on les invente ou si on les déforme, à ce moment-là, il n'y a plus de règles pour personne. Oui, mais quand Giovanni Tria vous assure, il vous l'a dit, je ne sais pas si c'était les yeux dans les yeux, que ces 2,4% de déficit public en Italie en 2019, ce serait une limite infranchissable. Mais parce que David, vous ne croyez pas? C'est pas ça le problème. C'est que 2,4, c'est pas du tout. Les chiffres pas du tout. Non, c'est pas les chiffres qu'on trouve et c'est pas les bons non plus. Parce que c'est les leurs en même temps. Oui, mais derrière ça, qu'y a-t-il? Il y a le fait que, imaginons qu'il fasse 2,4, c'est pas du tout ce que nous pensons, mais tant mieux. Moi, je pense que s'engager à faire 2,4, quoi qu'il arrive, alors qu'on risque de faire 2,9, c'est déjà quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et je l'entends, mais je ne suis pas du tout en train de considérer. Je ne balaye pas d'un revers de main ce qu'ils ont écrit. Je vais l'analyser. Donc la Commission n'ira pas au clash avec l'Italie? C'est la seule question. Nous ne sommes pas. Je n'ai jamais été dans la logique du clash. Je n'ai jamais été dans la logique de la punition. Je pense que des sanctions existent et qu'elles doivent être utilisées uniquement en dernier recours, donc je ne suis pas du tout... Elles sont très hypothétiques, elles n'ont jamais dans l'histoire été appliquées, vous le savez, Pierre. Oui, mais ce qui se passe n'a jamais existé non plus dans l'histoire. Donc je ne suis pas du tout dans une escalade, je suis dans un dialogue et dans une progression étape par étape. Et je continuerai à être ainsi. Mais le 2,4, puisque vous m'interrogez là-dessus, ces 2,4, ça représente quand même une dégradation du déficit structurel. Ça, les économistes savent hors ce que ça veut dire. aléa de la conjoncture. Voilà, hors aléa de la conjoncture, indépendamment de conjoncture, celui qui fait augmenter la dette publique précisément, de 0,8 points de PIB au minimum. Alors que les règles disent une baisse de 0,6 par an. Donc vous voyez qu'il y a un écart différentiel au minimum d'1,4% de PIB, et en réalité sans doute de plus. Et imaginez que la France, l'Espagne, le Portugal ou tout autre pays ait fait de même dans le passé. Que se serait-il passé? Vous imaginez que la zone euro aurait pu avoir cette solidité? Vous savez que le niveau moyen des déficits dans la zone euro aujourd'hui, c'est 0,8. 0,8. Alors que c'était 6,2 en 2010. Au pire, là, prenez oui, mais pour le pire, parce que c'est bien de là dont nous parlons. C'est pour ça qu'on a créé le pacte de stabilité et de croissance. Et la dette publique a reculé de 10 points dans la zone euro, de 94 à 84%, pas partout. Et elle va reculer encore de 5 points à 80%. Donc il y a quand même une discipline, des règles communes qui ne sont pas absurdes, qui visent à préserver nos économies des dégâts de la dette. Après, c'est vrai qu'on est, il y a aussi le timing politique. On est à 6 mois du renouvellement, encore une fois, du Parlement européen. Est-ce que la Commission, pas vous, mais la Commission dans son ensemble, parce qu'elle est en fin de parcours, elle n'est pas un peu affaiblie si elle veut lancer ce processus de sanction avec cette tentation derrière de refiler la patate chaude à la suivante? Non, pas du tout. Je crois que nous sommes totalement légitimes pour ce faire, que nous agissons... Légitimes et affaiblis? Non. Nous agissons. J'aurais tendance à dire que la Commission, pour le coup, n'a jamais été si forte. Ça fait 4 ans maintenant que je suis dans ce job. Et qui vous plaît? Beaucoup. Et j'ai toujours été finalement un peu critiqué par certains, parce que
pour certains, je suis trop socialiste, trop flexibiliste, pas assez rigide, pas assez Et rigoureux. pour d'autres, trop libéral. Et pour d'autres, trop libéral, trop sévère. rigoriste. Donc, au fond, sans Vous êtes doute, peut-être au bon suis-je endroit. au bon endroit. Mais Bon. jamais, les ministres des Finances n'avaient appuyé autant la Commission. Au dernier ECOFIN et au dernier Eurogroupe, tous ont dit il faut faire confiance à la Commission pour faire respecter les règles, ni plus ni moins. Nous sommes sur un fil. Donc c'est à l'Italie de Nous bouger. tenons- Le message que vous envoyez, c'est à l'Italie de bouger, plus que ce qu'elle a fait jusqu'à présent avec ces quelques points de... Bien sûr, c'est à l'Italie de se conformer aux règles. Ah. C'est ça. Donc j'ai du mal qu'il à convient voir, de faire. on va parler de la taxation des GAFA, mais j'ai du mal à voir où est la marge de négociation entre vous et la Commission et le gouvernement italien, une fois qu'on a dit tout ça. Parce que la Commission ne bouge pas, c'est à l'Italie de bouger, l'Italie ne bouge pas. Mais c'est retour à la case départ, là, hein. pas une négociation au sens où je pourrais, moi, je n'en ai pas le pouvoir, et je n'en ai pas la capacité, et si je le faisais pour le coup, je me ferais, flinguer par les ministres, et ils auraient raison, de dire tout à coup, ah tiens, les règles qui ont été appliquées à tous donnent un 1,8, et pour l'Italie, on va faire 2,2 parce que c'est l'Italie. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc il faut vraiment qu'on chemine pour trouver un consensus, et que l'Italie réalise que son intérêt, en vérité, est de se rapprocher fortement de la règle commune. Bon, un mot aussi, c'est lié à tout ça. On a le FMI qui s'est dit inquiet d'une contagion possible des problèmes financiers italiens. Au reste, encore une fois, aux pays européens qui sont plus fragiles, on prend ce risque au sérieux, Pierre Moscovici, parce que pour l'instant, rien de tout ça ne se matérialise. Non, c'est pour ça que je suis, moi, vous le sentez, très vigilant, très mobilisé, très ferme, mais très ouvert au dialogue et très calme. Pour éviter ça, pour éviter qu'il y ait un incendie qui part d'Italie et qui ravage d'autres pays. La Commission n'est pas là, encore une fois, pour allumer la mèche. La Commission est là pour faire respecter les règles. C'est un arbitre. Et ensuite, s'il y a une faute, on la siffle. Et ensuite, il reviendra aux ministres de prendre les décisions qu'ils auront à prendre. Et on va faire tout ça, croyez-le, avec beaucoup de sang-froid et avec le souci de l'ensemble de la zone euro et de l'Italie aussi. Mais vous convenez en tout cas que le gouvernement italien n'a pas saisi cette main tendue. Puisque vous me parliez de la contagion, je vais répondre quand même. Nous ne la constatons pas. Oui. Et donc, nous sommes attentifs à tous les risques, ils existent, bien sûr, mais nous ne la constatons pas, et c'est tant mieux. Ouais, pour l'instant, et c'est tant mieux, vous avez raison. Est-ce que vous regrettez quand même, après on passe à autre chose, que cette main tendue par la Commission à ce gouvernement italien n'ait pas été saisie? Parce que finalement, on n'a pas évolué depuis plusieurs semaines, en fait. Bien sûr, et c'est pour ça que je refuse toute forme de posture, de mise en cause. Si on nous accuse de défaillance, de partialité, d'engagement politique, non, tout ça c'est faux. Nous sommes extrêmement objectifs, nous sommes extrêmement ouverts. Mais c'est à eux de bouger en premier. Mais c'est à eux de bouger en premier, mais non, si j'ai bien compris. C'est pas une question de bouger. C'est comme tous les États membres de la zone euro, ils doivent appliquer des règles communes qui ne leur sont pas imposées de l'extérieur, mais qui ont été définies par tous, car je rappelle qu'il s'agit de traités européens. C'est pas Bruxelles qui oblige tout le monde, c'est tous les États qui sont mis d'accord là-dessus. La Commission européenne, dans cette affaire-là, a une compétence qui lui est donnée par les traités, qu'elle applique et elle fait respecter les traités, c'est son rôle, elle ne l'invente pas. Tout ça a été créé par le Conseil européen, voté par les parlements nationaux, approuvé par le Parlement européen, et les propositions que nous ferons, que la Commission fera, seront finalement décidées par les ministres. Et j'ajoute enfin que je ne suis pas tout seul, que je ne suis pas moi le méchant contre Salvini, comme certains mal pensaient. Je suis le commissaire européen en charge, soutenu par la totalité des ministres des Finances des 18 pays de la zone euro, hors Italie. En tout cas, si rien ne bouge, on s'oriente vers une procédure pour déficit excessif. Ça fait partie de l'arsenal, mais encore une fois, si je devais résumer notre entretien du jour, c'est étape par étape, avec calme, step by step. Oui. La Commission qui a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Union européenne, notamment pour cette année, 2,1%. Vous avez pris en compte ou pas les chiffres de croissance de l'Allemagne? Vous avez vu là mercredi, en baisse de 0,2%. Est-ce que ça contrarie, ça ne rend pas caduque ou trop optimiste votre prévision sur 2018? Par définition, quand vous faites une prévision, vous arrêtez à un certain moment. C'était, je crois, le 23 octobre, sur la base des données qu'on avait. La prévision me paraît rester robuste. C'est pour ça que je suis serein sur ma question. La prévision me paraît rester robuste. Et d'ailleurs, c'est vrai que nous les avons revus à la baisse, mais avec quand même un diagnostic ou un pronostic que je maintiens, qui est que la zone euro est maintenant en croissance. On va passer à 1,9, peut-être à 1,8 en 2020. Mais bon, ça reste encore une croissance solide, créatrice d'emplois, avec un chômage qui se réduit, avec une dette publique qui recule,
Et donc une situation qui est quand même beaucoup plus saine dans la Avec zone une croissance globale qui a ralenti au troisième trimestre. Oui, les pays, l'Italie qui fait 0, l'Allemagne qui fait moins 0,2. Et des créations d'emplois qui demeurent fortes, mais une réduction du chômage qui est plus lente que par le passé. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour la France, tout ça. Si on prend juste un peu de recul, 30 secondes, parce que je voulais avoir votre réaction là-dessus. Voir l'Union européenne plafonner en termes de croissance, on plafonne à 2%, on y est. En même temps, vu d'où on vient, on doit être content. Mais quand on voit la croissance américaine encore, 4% au deuxième trimestre, 3,5% au troisième trimestre, ça vous inspire quoi? C'est pas ralent, encore une fois, ou est-ce qu'on est fataliste? Et en même temps, on se dit qu'en termes de déficit public, vous savez où est-ce qu'ils sont, les Américains? Oui, ils sont où? Je n'ai pas le chiffre, mais ils sont très élevés. Oui, ils sont. Avec une dette plus 5, ils vont vers 5%. Mais, et ils font plus de 3% de croissance. Oui, mais vous voyez venir ou pas? Je suis taquin. Oui. Mais non, vous n'êtes pas taquin, vous avez raison, mais cette situation-là n'est pas stable, précisément. Observez ce que disait Jay Powell, le président de la Fed, il y a quelques jours. Il a dit, je crois le citer très exactement, le moment de freiner la croissance de l'économie américaine n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que tout ça, c'est assez conjoncturel, je le crois, et qu'un moment arrivera où il y aura une contradiction, où il y aura une remontée des taux. Il y a d'ailleurs un débat vigoureux entre l'administration américaine et la Fed, où il pourrait y avoir l'impression d'une surchauffe, où les capacités de production ne suivront pas. Et donc, la question, c'est l'économie américaine va ralentir. Mais en attendant, elle a 1 point à 2 points de croissance de plus. Et ça, c'est ralent. Mais je pense que notre croissance est plus solide, elle est déjà au-dessus de son potentiel. Elle est plus faible et plus solide. Et plus faible, plus solide, et elle est plus saine. Et ça, c'est important parce que nous ne générons pas de déséquilibre macroéconomique de cette façon-là. Ils ont le privilège du dollar. Cela dit, il y a une chose qu'il faut, oui, c'est vrai, mais il y a une chose qu'il faut faire de manière cruciale. Je disais que notre croissance, même à 1,8%, est au-dessus de notre potentiel. Il faut absolument élever notre potentiel. Et c'est la question des réformes qu'il faut continuer à faire pour avoir une économie qui soit non seulement résiliente, elle l'est, mais qui ait plus de punch. Il nous reste quelques instants, Pierre Moscovici. Il faut parler de cette taxe sur les GAFA que vous soutenez depuis le départ, d'ailleurs. Vous portez à bout de bras. Alors, on a senti un flottement en Allemagne. Et puis, Angela Merkel nous a dit, je crois que c'était hier ou avant-hier, qu'une taxe sur les GAFA pourrait être présentée début décembre. On peut dire qu'un accord européen est possible avant la fin de l'année. Tout dépend de ce qu'on mettra dedans. Ça, on en parlera aussi. C'est très simple. Hein. On est dans le money time. C'est maintenant que ça se joue. Il faut que cet accord soit passé le 4 décembre, lors de la dernière réunion de l'ECOFIN de cette année. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on va rentrer dans la période préélectorale, et évidemment, ça n'est pas propice, et c'est fini, et on sautera les élections européennes, et après, on ne sait pas ce qu'on trouve. Donc, je dis aujourd'hui aux ministres des Finances, tous les ministres des Finances, y compris le ministre des Finances allemand, il n'y a pas de temps à perdre, il y a urgence. Cette taxe, elle est nécessaire pour des raisons d'équité. Les entreprises du net payent 9% d'impôt sur les sociétés, les autres 23%. Pour des raisons de raisons de justice, parce que nos concitoyens ne supportent plus que ces boîtes ne payent pas ou peu d'impôts là où elles créent de la valeur et des profits. C'est l'impôt juste. Voilà. Et donc, c'est la justice. Et donc maintenant, il ne faut pas tergiverser, il faut le faire. Je comprends que nos amis allemands, et j'y suis attaché aussi... Ils veulent le faire en 2 temps, ils avaient compris. Attendez, je comprends qu'ils soient attachés à une solution internationale dans le cadre de l'OCDE et du G20. Ça n'est pas une raison pour nous dispenser d'agir. Je pense qu'au contraire, l'Europe, en agissant la première, jouera un rôle leader et moteur. Quitte ensuite à ce qu'on réfléchisse au moment où s'applique cette taxe. Ah, ça y est, j'en étais sûr. Non. Attendez. Vous êtes d'accord pour que que soit voté le principe de cette taxe, le taux et tout, mais que son application soit différée? C'est la position allemande. Mais non, attendez. Si c'est la position allemande, c'est déjà pas mal. Hein. Ce serait déjà un très gros progrès. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'approbation de la taxe elle-même. Non, je ne veux pas que le principe soit adopté. Je souhaite que la proposition soit adoptée. Ensuite, dans toute proposition d'ailleurs fiscale, il y a un moment de mise en œuvre. Le mieux, c'est 2020. J'entends parler de 2021. Je préfère 2020 à 2021. Ce qui est très important, c'est que si on ne trouve pas d'accord dans le cadre de l'OCDE, alors il faut qu'il y ait un engagement extrêmement clair à faire notre propre taxe. C'est ça l'important. C'est le principe et c'est l'adoption effective de cette taxe. Le plus important, c'est l'adoption de cette taxe, quitte à ce que sa mise en œuvre, son application soit différée d'1 an, 2 ans. Non. Allez vendre ça aux citoyens. Ne perdons pas de temps. Mais c'est toujours comme ça, hein, vous savez. Toutes les directives que nous votons ont un délai d'application qui tient compte d'abord des complications à mettre en œuvre dans la totalité des pays. Et ça ne va pas être extrêmement simple. Moi, je dis 2020. Vous le sentez bien? Vous le sentez bien ou pas? Qu'il y ait un accord d'ici la fin de l'année. Maintenant, vu ce que nous dit Angela Merkel. Je pense qu'il faut maintenant que ce qu'a dit Angela Merkel soit suivi des faits et que le ministre des Finances, Olaf Scholz,
prenne la décision de Il y a eu soutenir un peu de godille, là, la quand même. proposition de la Commission et qu'on ait une décision, je dis bien une décision, pas un accord de principe, pas une lettre, pas une déclaration, une décision le 4 Vous le sentez décembre. bien ou pas? C'est ça, 50-50. Hein. Ah, 50-50 quand même. Hein. Mais, Bon. mais ce que je constate, c'est très C'est important, parfait, hein. c'est qu'au départ, c'était assez mal parti et qu'à chaque réunion de l'ECOFIN, on gagne des soutiens. Et qu'il y a aujourd'hui sans doute beaucoup plus de 20 pays qui sont pour, parce que tous ont pris conscience que là, les citoyens ne toléreraient pas le statu quo. Donc voilà, je ne veux pas ouvrir l'hypothèse 2021, je ne veux pas mal me faire comprendre. Je dis que l'important pour moi, c'est une décision, que la décision, c'est une directive adoptée avec application 2020, que si l'application est différée, c'est mieux que pas de décision. Voilà. Voilà qui est très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci Pierre à vous. Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et financières, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.